Slobodan Despot, bonjour. Bonjour. Tu es l'auteur, on le voit mal, d'un roman extraordinaire, Le Miel, chez Gallimard. Je l'ai lu il y a quelques jours, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès. Il m'a beaucoup touché par l'allégorie des personnages, mais qui est aussi basé sur une histoire vraie. Je demanderais à tous ceux qui nous regardent d'aller voir ton discours qui a été fait à la mairie de Nice. Je le mettrai en lien ici tout en bas. Comment tu es comme moi, un citoyen suisse, mais qui vient de l'étranger. Moi, je suis un Rital, toi, tu es un Yougo. De la même époque. De la même époque. Oui. Tu décris dans ton livre, sous forme romanesque, la catastrophe qui a été vécue en Yougoslavie. Et on sous-entend dans ce livre que finalement il y a aussi un avertissement. Oui. D'abord, ce qui est fascinant, c'est que la Yougoslavie, telle que je l'ai connue, puisque j'ai vécu mes premières années dans ce pays où je suis né, était un pays d'avant-garde. C'était un pays multiethnique, multiculturel, si l'on peut dire, socialiste, mais sans la dureté du bloc soviétique, avec une économie mixte entre le collectif et le privé, avec l'autogestion, qui était un modèle dont on aurait voulu s'inspirer en Occident, et avec une très grande liberté de mœurs, qui était d'ailleurs contrebalancée par une très, très faible marge de liberté dans les affaires politiques, donc du vivant de Tito et dans les années qui ont suivi. On pouvait faire du rock'n'roll, on pouvait quitter le pays, on pouvait importer des voitures, on pouvait partir n'importe où dans le monde, mais on ne pouvait pas mettre en cause les bases idéologiques et politiques de cette société-là. Donc elle était d'une certaine façon ouverte et d'une autre façon complètement congelée dans un certain modèle. Modèle que son dictateur, son créateur lui-même, Tito, avait voulu décentraliser parce que de son vivant, il jouait sur les partages et les concurrences interethniques. Et c'est sur cette couture que le pays a éclaté dans les années 90, avec, il ne faut pas quand même le négliger, une considérable intrusion extérieure. Je pense que la Yougoslavie n'aurait pas éclaté si l'étranger ne s'en était pas mêlé, si l'Allemagne ne s'en était pas mêlée d'abord, à sa suite certains pays européens, à leur suite l'Union européenne et coup de grâce venant des États-Unis. Donc il y a dans la destinée de l'Europe, je veux dire, c'est pas pour rien que je le dis, dans la destinée de ce prototype d'Europe qu'était la Yougoslavie, une leçon prémonitoire pour l'ensemble du continent, à mon avis. J'allais justement le dire, l'Europe a des tensions internes bien plus grandes que ce qu'elles n'ont jamais pu l'être en ancienne Yougoslavie, tu le dis dans ta conférence. Comment tu vois les risques utilisons les mots, de sauvagerie, d'extermination, de nettoyage ethnique en Europe aujourd'hui, comparé à ton expérience justement de ce pays qui est la Yougoslavie? Alors, effectivement, je me souviens parfaitement de la fin des années 80, lorsque le chaudron a commencé à bouillir en Yougoslavie. Il y avait des accrochages, ça commençait d'ailleurs dans des matchs de foot en général, entre les Serbes et les Croates. Ça a commencé aussi, il ne faut pas l'oublier, au Kosovo, avec l'expulsion graduelle des Serbes depuis la fin des années 60. Mais, disons, la solidité, la stabilité du modèle, du modèle social, du régime, faisait que ces conflits n'affleuraient pas toujours à la surface. En revanche, ce que nous voyons aujourd'hui dans certains pays d'Europe, et en particulier en France, c'est un degré de haine et de provocation mutuelle entre toutes les communautés présentes qui me semble plus grave, plus violent et plus incontrôlé que ce qu'on a vu en Yougoslavie. Donc, je ne sais pas, au lendemain effectivement des attentats de Charlie Hebdo, peut-être quelques jours avant, je ne sais plus, j'ai effectivement publié une idée qui m'est venue, c'est que la quantité de haine que j'observais en France
en 2015 était plus importante qu'en Yougoslavie en 1989, à la veille de l'éclatement. Donc les risques sont présents. Les sociétés d'Europe occidentale sont plus policées que la société yougoslave, qui, ma foi, elle a connu 2 guerres mondiales extrêmement dévastatrices. Elle a connu un état de siège vis-à-vis du bloc soviétique, parce que Tito a divorcé avec Staline. Elle a connu des années quand même d'après-guerre qui étaient tendues. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une préparation à une invasion soviétique, par exemple. Mais elle n'a pas connu le chaos, l'anarchie et les haines que je ne dirais pas religieuses, mais qui sont des haines idéologiques à base, disons, communautaire, que l'on connaît par exemple en France. Ton livre reste un message d'espoir. Je cite peut-être la dernière phrase: chacun de nos gestes compte. Très belle phrase que l'on retrouve à différents endroits liés à l'un ou même plusieurs des personnages dont le destin est entrelacé dans ce livre. Est-ce que chacun de nos gestes compte pour soit éviter cette catastrophe, ou soit nous préparer à... c'est mon thème, hein, y survivre. Comment tu transposerais cette expérience, on va dire, d'espoir au monde d'aujourd'hui? Alors, effectivement, chacun de nos gestes compte. C'est très banal ce que je dis dans le livre. C'est une vieille sagesse, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour les croyants est connu de Dieu ou d'Allah. Dieu voit tout. Mais ça a aussi une signification totalement immanente, totalement terrestre. C'est que si, par exemple, comme on l'a fait en Yougoslavie à l'époque des années qui ont préparé la guerre, si on ferme les yeux systématiquement, si on ne veut pas voir la réalité qui est en train de se concrétiser, mais vraiment devant nous, si on ne voit pas les tensions, si on ne voit pas les haines, on va arriver dans un conflit. Il suffit que quelqu'un jette une allumette et on va arriver dans un conflit totalement surpris, totalement pris au dépourvu, et d'autant plus, et qui sera donc d'autant plus violent, que les protagonistes, du coup, seront animés par l'inconnu et donc par la peur. Si on s'attend, si on commence à se dire que le pire n'est peut-être pas acquis, mais qu'il est probable, et que on commence à vivre en fonction d'une prévision de cela, ça peut peut-être nous éviter les plus grosses casses. Dans mon livre, il y a un personnage, je crois, dans mon livre, qui est le personnage central de l'apiculteur, Nicolas, qui est un homme qui a vécu toute sa vie avec ses abeilles dans une attitude, je dirais, d'humilité parfaite vis-à-vis de la vie, c'est-à-dire qui consiste à accueillir le destin, quoi qu'il puisse nous apporter, mais en s'y préparant, en cultivant la sobriété, en cultivant la clairvoyance, la lucidité, la restriction, et en ayant, lui c'est un apiculteur, il a du miel, en ayant toujours l'idée que, quoi qu'il puisse arriver, quel que soit l'assassin, le monstre auquel vous allez avoir affaire, même cet homme-là, même un assassin, comme il est dit dans le livre, eh ben, il a probablement des enfants, des rhumes et des maladies qu'il doit soigner et pour lesquels votre miel sera une précieuse monnaie d'échange. Donc, ne pas invoquer, ne pas appeler le pire de nos voeux, mais s'y préparer me semble une attitude tout à fait pacifique et raisonnable. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus longtemps, peut-être une conférence ensemble. En tout cas, Le miel de Slobodan Despot, c'est un livre extraordinaire, vraiment intéressant. Et puis, beaucoup d'autres livres de ta maison d'édition, Xenia, sont vraiment bien. Ce sera probablement l'occasion d'une autre discussion un de ces jours. Merci. À très bientôt. Merci Pierre.